Welcome to the debate. Bienvenue dans cet espace d'exploration intellectuelle et de croisement des perspectives. Alors, pour commencer aujourd'hui, j'aimerais que l'on imagine tous une scène assez simple. Hmm, Imaginez que vous tenez entre vos mains une boîte. Une boîte qui est déjà bien remplie, à ras-bord même, avec toutes vos responsabilités existantes, vos projets personnels, votre charge mentale quotidienne, bref, toute votre vie. Ça fait déjà beaucoup à porter en général. Exactement. Et là, quelqu'un s'approche de vous et dépose, l'air de rien, un simple petit caillou dans cette boîte. Vous sauriez par politesse. Puis, un collègue passe et y ajoute un dossier. Un ami y pose un service à rendre. Oui, et la boîte devient de plus en plus lourde. C'est ça. Vous savez pertinemment au fond de vous qu'il suffirait de reculer d'un pas ou de prononcer un mot de 3 lettres. Non. Juste non, pour que ça s'arrête. Mais au lieu de ça, vous encaissez la charge et vous murmurez bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ce qui est fascinant et souvent tragique dans cette situation, c'est que la personne en face de vous, elle n'a absolument aucune idée du poids total que vous portez déjà. Mais oui, c'est totalement invisible pour eux. Absolument invisible. Elle ne voit que son propre petit caillot, tu sais. Elle n'a pas conscience que ce petit ajout de rien du tout menace de faire s'effondrer l'ensemble de votre édifice personnel. Eh bien, c'est exactement le cœur du sujet que nous décortiquons aujourd'hui. Le matériel que nous analysons met en lumière cette difficulté monumentale, presque paralysante pour beaucoup d'entre nous, à dire non. C'est clair. C'est un mot qui est si court, on l'apprend si tôt dans l'enfance et pourtant à l'âge adulte, il se dresse comme un mur infranchissable. Mais la vraie question qui émerge de tout ça, c'est de comprendre pourquoi. C'est là que le débat commence vraiment. Exactement. Est-ce que cette incapacité à formuler un refus est fondamentalement un problème d'identité, une sorte de quête d'approbation qui masquerait une peur psychologique profonde du rejet? Alors personnellement, c'est ma perspective, Mhm. je suis convaincu que ce blocage il est nourri par la culpabilité et qu'il nécessite un changement de paradigme mental extrêmement profond sur la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Eh bien, je vais me placer de l'autre côté de ce prisme aujourd'hui, parce que je défends l'idée que c'est avant tout un mécanisme comportemental. D'accord. Oui, une stratégie de survie émotionnelle très basique pour fuir une tension immédiate. C'est du pragmatisme mal placé en fait, pas forcément une grande crise existentielle sur notre identité. Ah, c'est une distinction intéressante. Et par conséquent, je suis persuadée qu'on s'en libère beaucoup plus efficacement par des tactiques progressives, plutôt que par une introspection tortueuse sur l'amour de soi qui peut prendre des années. Je vois très bien. Mais entrons un peu dans la mécanique de cette peur, si vous le voulez bien. Parce que, pour moi, il y a une vraie dynamique identitaire en jeu qu'on ne peut pas ignorer. Je vous écoute. Quand on observe ce qui nous pousse à systématiquement accepter des choses qu'on ne veut pas faire, on se rend vite compte que notre volonté consciente, elle n'a pas vraiment voix au chapitre. C'est presque entièrement dicté par la peur de décevoir. Oui, la fameuse peur de décevoir, c'est très présent dans le texte. Voilà. Et si vous nous écoutez en ce moment et que vous vous dites mais non, je dis pas oui par peur, j'aime juste rendre service, je suis quelqu'un de généreux », eh bien c'est précisément là que réside le piège cognitif. Le déni de la peur en se cachant derrière l'altruisme. Exactement. Nous avons ce besoin de nous percevoir comme des gens fiables, gentils, dévoués. Dans notre esprit, dire non équivaut à risquer l'exclusion du groupe. Hmm. L'équation mentale qui s'est formée souvent très très tôt dans l'enfance, c'est non refusé égale égoïste. Le non n'est donc jamais perçu comme une simple limite logistique de notre emploi du temps. C'est vu comme une menace en somme. C'est perçu comme une mise en péril absolue de notre acceptation sociale. C'est pour ça que c'est si profond. Alors j'aborde la question sous un angle un peu différent. L'idée de la quête d'approbation, je veux bien, c'est très séduisant sur le papier, mais ça occulte complètement, à mon sens, le mécanisme le plus primaire de notre fonctionnement. Et ce mécanisme, ce serait quoi pour vous? La gestion de l'inconfort immédiat. Le texte le souligne noir sur blanc, c'est l'objectif du conflit évité à tout prix. Face à une demande, le cerveau humain va calculer à la vitesse de l'éclair. Un calcul purement utilitariste donc? Oui, un calcul presque mathématique. Dire non, ça implique d'affronter une tension interpersonnelle dans la seconde qui suit. Il y aura une micro-confrontation, tu sais, un froncement de sourcils, un silence gêné. Oui, ce moment très pesant. Voilà, et sans oublier la justification qu'il va falloir fournir. Dire oui, en revanche, ça achète la paix immédiate. C'est un pur calcul à court terme. On fuit une tension instantanée. Même si ça nous crée des problèmes énormes par la suite. Exactement. Quitte à se créer un problème ingérable pour le lendemain. Le oui systématique, c'est pas toujours une grande quête d'amour universel ou de validation,
C'est très souvent juste la solution de facilité de notre système nerveux face à une gêne. C'est un point de vue très clinique, je trouve. Vous parlez d'un pur calcul, d'une simple transaction pour éviter la gêne, C'est en grande partie ça, oui. mais ce calcul économique dont vous parlez, il repose entièrement sur une devise émotionnelle qui est extrêmement lourde. Cette fameuse tension face au conflit, elle sort pas de nulle part. C'est vrai, elle a une origine. Elle est la manifestation physique de notre terreur absolue de perdre le lien avec l'autre. J'aime utiliser une analogie pour ça. Le oui systématique, ça agit un peu comme une prime d'assurance sociale. Une assurance sociale, comment ça... Vous payez cette prime rubis sur l'ongle, tous les jours, pour garantir l'affection et l'approbation de votre entourage. Vous dites oui à ce dîner alors que vous êtes beaucoup trop fatigué pour y aller, vous dites oui à ce dossier de dernière minute un vendredi soir. Et ça, ce sont les mensualités, je suppose. Exactement. Ce sont vos petites mensualités émotionnelles. Et à force de payer ces mensualités, qu'est-ce qui arrive? Vous finissez par faire faillite de l'intérieur. Vous êtes totalement épuisé. Hum, Si on cherche tellement cette paix immédiate que vous décrivez, c'est parce que la guerre que nous redoutons, c'est pas juste une petite dispute de bureau. Ce qu'on craint, c'est l'anéantissement de notre statut de bonne personne aux yeux des autres. Écoutez, je suis désolée, mais je ne suis pas du tout convaincue par ce raisonnement. Laissez-moi vous dire pourquoi cette lecture est à mon avis un peu trop romantique et dramatique. Ah bon? Dramatique, vraiment? Oui, parce que vous prêtez une intentionnalité bien trop complexe à ce qui est devenu au fil du temps une simple boucle neurologique. Le texte insiste précisément sur cette habitude de faire passer les autres avant soi. Oui, c'est une habitude, mais une habitude fondée sur l'estime de soi. Pas nécessairement. Qui dit habitude dit automatisme. Quand votre collègue vous demande de relire ses diapositives alors que vous êtes complètement sous l'eau, votre cerveau ne se lance pas dans une grande crise existentielle sur l'amour ou la faillite émotionnelle. Que se passe-t-il alors? Ce qui se passe physiologiquement, c'est très simple. Votre amygdale s'active. Un point, c'est tout. D'accord. Alors juste pour bien ancrer ce concept pour ceux qui nous écoutent, quand vous parlez de l'amygdale, on parle bien de ce petit centre d'alarme dans le cerveau qui détecte normalement les menaces vitales, genre un prédateur physique. Absolument, c'est notre détecteur de fumée primitif, si on veut. Le cerveau humain n'a pas eu le temps, au cours de l'évolution, de créer un circuit d'alarme spécifique et nuancé pour la légère gêne de dire non à un ami. Il fait avec ce qu'il a. C'est ça. Il recycle le même vieux circuit d'urgence que pour fuir un danger imminent. Le cerveau traite cette petite friction sociale comme une menace immédiate. Ce qui explique la montée de stress qu'on ressent tous dans ces moments-là. Exactement. Conséquence directe. Le cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche dans votre corps. Le rythme cardiaque s'accélère. Et votre cerveau veut juste une chose, faire baisser ce cortisol, tout de suite. Par n'importe quel moyen. Voilà. Il se dit, si je dis oui, le niveau d'alarme retombe immédiatement. C'est de la biologie de base, pas de la psychanalyse. En pathologisant ce comportement comme un immense problème d'estime de soi, on risque de complexifier une réaction qui relève de la simple aversion au stress. C'est l'urgence physiologique qui gagne, pas l'angoisse identitaire. D'accord, j'entends la mécanique du cortisol et de l'amygdale. C'est un processus biologique indéniable, je vous l'accorde. Mhm. Mais c'est précisément en observant les conséquences à long terme de ce réflexe que la dimension identitaire redevient centrale. Et ce, avec une violence inouïe. Comment ça, à long terme? La biologie gère le court terme, on est d'accord? Oui, mais le texte détaille le coût réel de cette incapacité à dire non sur la durée. On s'épuise, la frustration s'accumule, et surtout, on s'éloigne de ses propres besoins. Et c'est ce dernier point qui est le cœur du problème. Je vois où vous voulez en venir. Ce coût interne, il est absolument dévastateur. L'épuisement dont on parle dans ces situations, c'est pas juste avoir dormi trop peu. C'est un épuisement existentiel profond. C'est vrai que la fatigue mentale est très présente. Chaque fois que vous cédez à la pression de cette fameuse amygdale dont vous parlez, vous vous envoyez un message terrible à vous-même. Vous dites à votre propre esprit que vos limites n'ont pas d'importance. C'est fort comme formulation. Mais c'est ça, c'est une trahison de soi répétée qui finit par vider la personne de sa substance. Ce n'est plus du tout juste une question de stress au boulot à ce stade. C'est une véritable perte d'identité. Alors, vous mettez le doigt sur la trahison de soi, et c'est un argument très fort, je le reconnais, mais permettez-moi de renverser la perspective un instant, si vous voulez bien. Allez-y. Avez-vous considéré que le véritable désastre de cette dynamique, ce n'est pas seulement un désastre interne? C'est-à-dire, Qu'est-ce qui pourrait être pire que la perte de soi? Le fait que ça détruit littéralement la relation que vous cherchez avec tant d'efforts à préserver. Le texte révèle quelque chose d'absolument fascinant à ce sujet. Il dit « Les autres s'habituent à ce que tu dises toujours oui, sans même s'en rendre compte. oui, ils prennent ça pour acquis. »
Exactement. Et ça engendre quoi? Un ressentiment féroce envers les autres. Arrêtons-nous là-dessus un instant, car c'est une dynamique qu'on ignore très souvent. C'est vrai qu'on parle moins de la colère qu'on ressent envers ceux à qui on dit oui. Absolument. En évitant le conflit pour préserver le lien, on finit par créer un faux équilibre. On transforme nos amis, nos conjoints, nos collègues en tyrans accidentels. Ouh, c'est une formulation très frappante. Des tyrans accidentels. C'est le terme qui convient, je crois. Des tyrans parce qu'on ne leur fournit jamais le mode d'emploi de nos propres limites. Genre, on s'attend à ce qu'ils devinent notre fatigue alors qu'on sourit en acceptant leurs demandes. C'est tout à fait ça. C'est exactement ce paradoxe. Vous bouillonnez intérieurement, vous ruminez le soir en pensant « Mais c'est incroyable qu'il ose me demander ça, il voit bien que je suis débordé enfin ». Alors qu'en réalité, ils ne voient rien du tout. De son point de vue à lui, puisque vous dites oui avec le grand sourire, c'est que ça ne vous dérange pas. Vous le privez de l'opportunité de vous respecter, tout simplement parce que vous ne lui communiquez jamais où se trouve la frontière. Le fameux martyr silencieux. Exactement. Le martyr silencieux fabrique le bourreau aveugle. Et c'est là que le coût comportemental est dramatique. C'est pas qu'une lente agonie de l'estime de soi dans son coin. C'est une destruction mécanique de l'écosystème relationnel. En fuyant la tension d'un refus honnête, on pollue la relation avec un ressentiment toxique. Je suis d'accord avec ce constat. Voilà, c'est ce que je voulais démontrer. Mais ce ressentiment est effectivement un poison silencieux, sauf que c'est précisément ce ressentiment et cette toxicité relationnelle que vous venez de si bien décrire qui me prouvent que la solution ne peut pas résider dans de simples petites astuces tactiques. Ah, nous y voilà. L'affrontement sur les solutions. Mais oui, si le mal est si profond qu'il corrompt l'affection même qu'on porte à nos proches, la résolution exige ce que le texte appelle judicieusement le vrai shift mental. Le shift mental, oui. Le concept idéaliste. Pas idéaliste, nécessaire. Il faut opérer une restructuration cognitive majeure. Il faut comprendre au plus profond de soi que mettre une limite, c'est pas rejeter une personne, c'est le cœur nucléaire du problème. Mhm. Il faut impérativement déconnecter l'acte posé de l'affection portée. Comme le rappelle l'exemple très juste du texte Je ne peux pas t'aider ce soir, ça ne signifie absolument pas je ne t'apprécie pas. C'est vrai sur le papier, oui. Et tant que cette séparation conceptuelle n'est pas claire dans votre esprit, tant que refuser est vécu émotionnellement comme une agression ou un désamour, eh bien aucune technique de communication ne tiendra la route bien longtemps. L'intention précède l'action. C'est ce changement de paradigme intérieur qui rend le non véritablement possible. Et c'est là que notre lecture diverge radicalement. Je m'en doutais. L'idée que l'intention doit obligatoirement précéder l'action, c'est l'un des plus grands mythes de la psychologie populaire. L'approche comportementale nous démontre en permanence le contraire. C'est-à-dire ? C'est l'action qui précède et façonne la pensée. Le texte est d'ailleurs ultra pragmatique sur ce point précis. Il insiste, pas besoin de devenir ultra assertif du jour au lendemain. Oui, mais elle ne dit pas de ne pas travailler sur soi non plus. Certes, mais attendre d'avoir accompli ce fameux shift mental complet, d'avoir soudainement guéri sa peur du rejet pour commencer à dire non, c'est se condamner à dire oui pendant encore 10 ans en attendant l'illumination. Je dis juste qu'il faut en comprendre la racine. Mais le texte propose d'y aller tactiquement, et c'est génial. Il suggère de gagner du temps. Par exemple en disant simplement « je te redis » ou « je dois vérifier mon agenda » ou encore la règle d'or, éviter les justifications interminables. Ce sont des béquilles comportementales, et c'est exactement ce dont on a besoin quand on ne sait pas marcher. Non mais attends, si on fait que temporiser en disant « je te redis », on ne fait que repousser l'angoisse au lendemain, c'est pas une vraie solution. Pourquoi ça ne le serait pas? Parce que pendant les 24 heures où vous gagnez du temps, l'esprit va continuer de ruminer à 100 à l'heure. La culpabilité va vous ronger, parce que vous savez très bien qu'à un moment, il faudra fournir une vraie réponse. Oui, mais l'état émotionnel ne sera plus le même. Le sursis, c'est pas une libération. Pire encore, en gagnant du temps sans la conviction profonde que vous avez le droit de refuser, vous finissez souvent par dire « oui » le lendemain, juste pour faire cesser ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La fameuse tension interne. Oui, cette tension insupportable dans votre tête entre ce que vous voulez faire, à savoir refuser, et ce que vous croyez devoir faire, c'est-à-dire accepter. Les tactiques comportementales sans la conviction identitaire, pour moi, c'est un peu comme repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. Je dirais plutôt que c'est comme installer des échafaudages autour d'une maison instable pour pouvoir justement descendre réparer les fondations en toute sécurité. C'est une belle image, je vous l'accorde. Mais c'est exactement ça. Gagner du temps, c'est pas juste fuir ou repousser l'angoisse, c'est créer un espace vital, une respiration entre le stimulus, donc la demande de l'autre, et votre réponse. Et cet espace suffirait à changer la donne ? Absolument.
Dans cet espace de 24 heures, ou même juste de 10 minutes, la tension physiologique dont je parlais plus tôt redescend. Votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, a le temps de reprendre le contrôle sur l'amygdale qui hurlait à la mort. Vous sortez du mode survie. D'accord, je comprends l'intérêt de faire retomber le cortisol. Et concernant la recommandation du texte d'éviter les justifications interminables, c'est vraiment là que réside le véritable pouvoir. C'est pourtant extrêmement violent, non? Pour quelqu'un qui a toujours été complaisant, de soudainement lâcher un refus sans s'expliquer de long en large? C'est violent intérieurement au début, oui, je le concède. Mais c'est vital. Quand les gens qui ont peur de dire non finissent par le faire, ils ont tendance à surcompenser de manière spectaculaire. C'est-à-dire? Eh bien, ils s'excusent 100 fois, ils inventent des excuses alambiquées, ils donnent l'emploi du temps détaillé de leur journée pour prouver qu'ils ne peuvent pas aider. C'est le besoin de se justifier pour ne pas paraître égoïste, on y revient. Exactement. Et que se passe-t-il alors sur le plan pratique? Ils donnent à leur interlocuteur des arguments pour négocier. Ah, tu dois aller chercher les enfants à 17 heures. Bah, c'est pas grave, pas de problème, on peut faire la réunion à 18h30. Ah oui, le fameux piège de la justification qui se retourne contre nous. Voilà. En apprenant à formuler un non clair, simple, mécaniquement, vous reprenez le contrôle de l'interaction. Vous n'avez pas besoin d'être intimement convaincu de votre valeur pour commencer. Vous le faites mécaniquement. Et le shift mental vient après. C'est là toute la magie. L'expérience empirique suit l'action. Vous dites non sans vous justifier, l'interlocuteur passe simplement à autre chose, le ciel ne vous tombe pas sur la tête. C'est la désensibilisation en fait. Oui, et c'est cette preuve de survie répétée sur le terrain qui va finir par effacer la culpabilité et créer le shift mental dont vous rêvez. La tactique guérit la psychologie. C'est une dynamique fascinante, vraiment. C'est le fameux débat de l'œuf et de la poule, entre le comportement qui rassure l'esprit et l'esprit qui libère le comportement. On tourne un peu autour du même objectif finalement. Tout à fait. Si je dois synthétiser ma conviction après notre échange, je maintiens que le véritable affranchissement, celui qui est durable et qui demande plus d'efforts tactiques constants, il s'opère quand on réalise qu'un refus sain est, au fond, un acte de respect fondamental. Le respect de soi. Respect de ses propres limites, d'abord oui, mais aussi respect de l'autre. Un oui contraint, dit avec le sourire mais nourri de ressentiments silencieux, ça reste un mensonge relationnel. Déconnecter la limite logistique du sentiment d'affection reste, pour moi, la clé de voûte pour cesser de s'effacer. Je l'entends. Et pour ma part, je reste persuadée que si le réalignement cognitif est un très bel idéal, on ne sort de ce piège que par la pratique brute. Par l'action, Oui. S'autoriser à gagner du temps, s'entraîner à formuler des refus courts, sans fioritures justificatives. C'est la voie la plus réaliste pour rééduquer notre système nerveux central. C'est en prouvant à son propre cerveau, par la petite action tactique quotidienne, que dire non n'équivoque pas à une mort sociale, que l'on finit par s'en libérer. Ce qui est certain en tout cas, et le matériel source nous y ramène invariablement, c'est que laisser ce mécanisme tourner à vide, peu importe sa cause initiale, ça mène inévitablement à la faillite personnelle. Oh ça, oui, c'est indéniable. Ce n'est pas un simple exercice de développement personnel optionnel, c'est une compétence de survie vitale pour préserver notre énergie mentale et physique dans un monde absolument saturé de requêtes. Absolument. Et il y aurait encore énormément à explorer, notamment sur la façon dont nos structures culturelles et professionnelles encouragent activement ce sacrifice de soi. Ça ferait un excellent sujet pour la suite. Oui, mais l'analyse d'aujourd'hui met déjà en lumière les engrenages essentiels de ce piège du toujours oui. Exactement. Alors pour clore cet échange, le texte nous offre une heuristique assez redoutable, une méthode d'évaluation toute simple que nous vous invitons à garder en tête. Sans vouloir trancher définitivement entre la nécessité d'une introspection psychologique ou d'une approche tactique, il suffit parfois de faire un simple arrêt sur image. Avant la prochaine demande que l'on vous fera, au lieu de vous demander immédiatement si l'autre va vous juger, posez-vous cette unique question. Et c'est une question puissante. Si je dis oui aux autres, à quoi je dis non pour moi? C'est probablement la seule question qui remet instantanément les véritables enjeux en perspective. En effet. Repensez à cette fameuse boîte pleine que vous tenez à bout de bras dont on parlait au tout début. Quand le prochain collègue, ami ou membre de votre famille s'approchera avec son petit caillou, demandez-vous ce que vous allez devoir sacrifier en vous-même pour lui faire de la place. Votre sommeil, votre temps. S'agira-t-il de votre temps libre, de votre repos ou même de votre intégrité émotionnelle? À quoi dites-vous non pour vous-même en acceptant ce poids? C'est sur cette interrogation que nous vous laissons méditer aujourd'hui. À bientôt dans ce The Debate.